Bonjour et bienvenue dans le chapitre sur l'utilisation avancée des fonctions, où cette fois nous allons aborder la notion de fonction callback. Alors les fonctions callback, nous allons en parler, voilà. Alors qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Eh bien nous allons évidemment aborder la notion de fonction callback. On complétera par un exemple et une mise en situation concrète. Alors les fonctions callback, on appelle ça en général des fonctions de rappel quand on veut franciser le terme. L'idée des fonctions callback, c'est de les exécuter exactement au bon moment. Voilà, ça veut dire que nous allons prévoir à l'avance une fonction que nous allons souhaiter faire rappeler par un traitement. Quel peut être ce traitement? Eh bien, en fait, on peut évoquer la notion de programmation événementielle, donc du on-click, du on-machin, du on-load, etc. Enfin, peu importe, de l'événementiel. Et dans ce cas-là, quand l'événement arrivera, le callback sera exécuté. En réalité, il est peut-être un petit peu plus visible lorsqu'on travaille avec Ajax, où on va souhaiter exécuter sur la méthode de rappel Ajax, qui est le onReadyStateChange, qui va nous permettre donc d'exécuter la méthode qu'on aura prévue au départ lorsque eh bien, en fait, l'état de l'objet changera en fonction des interactions avec le serveur. Voilà l'idée. Les fonctions callback elles sont là pour être exécutées exactement au bon moment, c'est-à-dire eh bien, en fait, que nous allons prévoir une méthode qui sera appelée au moment opportun et pas, on ne va pas passer notre temps à attendre ce moment-là. On prévoit la fonction, à les rappeler. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle de la programmation asynchrone, puisque de toute façon, nous n'attendons pas l'événement, d'accord? C'est quand l'événement arrive qu'il appellera la fonction callback associée. Donc il faut avoir ça en tête, en fait, les fonctions callback sont liées à la programmation asynchrone, et là aussi, comme pour les fonctions anonymes qui sont les fondamentaux des structures en JavaScript, les fonctions callback, ça fait partie des engrenages aussi inévitables lorsqu'on développe des applications, et du coup, évidemment, la programmation asynchrone également. Alors voilà un exemple des plus simples. La fonction doLoad sera appelée lorsque la fonction window.onload sera exécutée, lorsque l'événement window.onload sera exécuté. Ce code-là est très très clair, je ne pense pas que ça vaille la peine de le copier-coller. C'est des choses qu'on fait assez naturellement quand on fait du code JavaScript dans des pages web. Var doLoad est égal à function, console.log de window loaded. Voilà, l'idée c'est d'exécuter ce code-là lorsque la totalité de la page est chargée. Voilà. Alors ça c'est un exemple simple. On va maintenant se concentrer sur une petite mise en situation où on va parler de callback, mais on va aussi introduire la notion de contexte d'exécution. Voilà, quelle est l'idée? L'idée, on va bien sûr le coder, mais l'idée c'est d'avoir ce code HTML minimum ici, le U1UL avec 3 ELI. Voilà. Et l'idée c'est que nous souhaitons, lorsque la fonction doLoad sera exécutée, donc au moment du window onload, eh bien nous allons souhaiter exécuter, ajouter des clics sur ces LI. Chaque LI aura son propre clic. Voilà. Alors, je ne dis pas que cette façon de faire est optimisée dans la gestion événementielle. D'ailleurs, c'est même une très mauvaise idée d'associer dans une boucle de cette façon-là des clics sur des events, mais elle illustre bien la problématique liée dans un premier temps au callback et bien sûr à la notion de contexte d'exécution. D'accord? Donc retenez plutôt l'intérêt de l'exemple plus que la notion d'associer des events à des balises HTML, c'est pas la partie la plus intéressante. En tout cas, que voyons-nous ici? La fonction doLoad, on récupère les éléments à partir du tag name, li. Voilà, donc on va récupérer ici une DOM collection de trois éléments, 3 DOM nodes. On fait une petite boucle à l'ancienne, voilà, et on va rajouter sur chaque élément un event listener, un clic en l'occurrence. Et vous notez qu'à ce moment-là, eh bien en fait, nous prévoyons la fonction qui sera exécutée lorsque je cliquerai sur un ELI. D'accord? Donc nous allons implémenter ça dès maintenant. Nous allons commencer donc par déclarer notre UL suivi de 3 ELI. Alors, vous remarquerez que
euh, JS Fiddle s'appuie sur l'extension, sur Emmet, qui est un outil qu'on utilise en général comme une extension de Atom ou de Sublime Text ou de Notepad ou de Eclipse. Alors, ce qui est assez pratique avec JS Fiddle, c'est qu'eux l'intègrent directement dans leur éditeur. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique de faire nos TP sur cette interface-là. Nous avons dit que nous allions nommer voilà, nos différents ELI, ELI 1, ELI 2, ELI 3, et quand on exécute ça, on voit apparaître ici tous nos ELI. Bien sûr, pour l'instant, il ne se passe rien. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir au final les résultats qui s'affichent dans la console à côté. Alors, passons à l'implémentation, nous allons commencer déjà par récupérer tous les éléments grâce à la méthode document.getElements by tag name. Voilà, on va dire que nous souhaitons récupérer les LI et surtout on va le mettre un peu en dessous comme ça, by tag name. By tag name. Voilà, une fois que nous avons récupéré les éléments, on va faire une boucle dessus pour les traiter un par un. Et pour ça, on va passer par une variable i qu'on va initialiser à 0. I inférieur à elements.length i++. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant afficher chaque elements, pour tester en fait, elements, point, pas point d'ailleurs, voilà, de i. Et comme ça, on va voir que nous devrions être capables d'afficher chacun des éléments. Effectivement, c'est validé. Ce que nous allons pouvoir faire maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est rajouter notre event listener. Donc add event listener. Voilà, et on va dire qu'on nous souhaitons travailler sur l'événement click et on va prévoir le callback ici de cette façon-là. Et hop, voilà. Et ici, nous allons pouvoir dire click function console.log. Bah écoutez, on va afficher justement bien la valeur du inner HTML ou même l'élément lui-même. Ça devrait suffire pour faire le travail. Allons-y. On lance. On clique. Apparemment, ça semble undefined. C'est le sujet de ce TP, en fait, c'est de comprendre pourquoi l'élément est indéfini, ce qui nous laisserait penser que i n'est pas la bonne valeur. Eh bien, d'ailleurs, n'attendons pas, on va regarder la valeur de i pour comprendre le fonctionnement de cet exemple-là. Je supprime les logs, j'exécute, et je clique, et il semblerait que i est toujours la valeur 3, c'est ce que nous allons décortiquer. Alors pour expliquer ce comportement, il faut avoir en tête que lorsque ce code est exécuté, la page a déjà été chargée, rappelez-vous ici que c'est dans le window unload que tout ça est exécuté, et lorsque nous cliquons, c'est forcément après que le window unload ait été exécuté. Ce qui veut dire que la valeur de i particulièrement est égale à element.length, enfin en tout cas c'est la dernière valeur connue de i. Comme ce code-là est exécuté après et que i a une portée qui est égale à la fonction dans laquelle elle a été déclarée, donc dans le window-load en l'occurrence pour cet exemple-là, eh bien la dernière valeur connue de i, c'est dans notre exemple 3, puisque c'est la valeur de element.length, ce qui justifie la valeur de i ici. Alors comment pourrait-on faire en sorte de capturer la valeur de i pour qu'elle soit toujours adéquate? Eh bien, on voit que ce code-là, dans la fonction, n'est pas approprié. Ce qu'on va vouloir faire, c'est en réalité passer i en paramètre à cette fonction-là. On ne peut pas le faire puisque c'est un gestionnaire d'événements et un gestionnaire d'événements attend un événement en paramètre. En revanche, ce qu'on peut faire, eh bien en fait, c'est renvoyer cette fonction-là, la fonction event. Et comment peut-on faire ça? Eh bien simplement en faisant donc une fonction qui renvoie une fonction. C'est-à-dire que le code qui sera exécuté ici renverra la fonction que nous attendons. Alors comment faire ça? Eh bien on devrait avoir simplement ici un code, ici comme celui-ci, return function, voilà, qui va exécuter le code qui va bien. Mais effectivement, le truc c'est qu'il faut que nous l'exécutions tout de suite. Ça veut dire quoi l'exécuter tout de suite? Ça veut dire que
Ça doit, voilà, au moment où la ligne a d'event listener d'exécuter, il faut absolument renvoyer la bonne fonction. Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir faire appel à une fonction auto-appelante qui va s'exécuter au moment où le addEventListener est sollicité. Et pour faire ça, eh bien, en fait, nous allons utiliser la structure de l'auto-appelante. Mais ce que nous allons faire dans cette auto-appelante, eh bien, c'est de passer en paramètre la valeur de i. De cette façon-là, je vais être capable eh bien, de limiter la portée de i à la fonction auto-appelante et donc de travailler avec une valeur locale de i. Alors évidemment, si je passe i en paramètre ici, forcément, je vais devoir le récupérer dans ma fonction qui est auto-exécutée. Je vais donc passer la valeur ici, alors je l'appelle i, mais je pourrais très bien l'appeler cpt pour éviter la confusion. Voilà, cpt sera la variable où je l'appelle local, tiens, local underscore cpt. Voilà. Et maintenant, je suis capable, eh bien en fait, de récupérer l'élément voilà, l'élément de i pour l'afficher. Console.log de alors déjà, je pourrais très bien afficher local cpt. Ça nous conviendrait déjà pour faire le test. Local underscore cpt. Et nous allons voir si nous avons le comportement que nous attendons. Il semble que oui. Cette fois, nous avons bien capturé i et nous l'avons enfermé dans une fonction auto-appelante, et donc c'est la fonction qui est auto-appelée du coup, et on renvoie bien la bonne valeur. Bien sûr, maintenant, si on a envie d'appeler le inner HTML de local cpt, c'est pas plus difficile que ça. On appelle juste ici le inner. Alors inner text, ça sera plus lisible. Voilà. On exécute, et si on clique, effectivement, on a bien nos liens 2 et 3 qui sont appelés. Alors la structure peut être un peu complexe, j'espère que c'est bien clair dans vos esprits que le problème de JavaScript, c'est tout compte fait son asynchronicité, c'est-à-dire que ce que nous voyons dans notre code n'est pas exactement ce qui est exécuté. C'est toujours le problème entre le statique et le runtime, et c'est d'autant plus troublant en JavaScript que les portées de variables ne sont pas limitées par des blocs, mais bien par des fonctions. Il faut donc avoir en tête qu'une fonction dans une fonction, eh bien en fait, c'est une imbrication de portée, et qu'il faut le gérer dans notre code. Alors concrètement, qu'avons-nous vu dans cette fonction? Eh bien, on a évoqué, bien sûr, on a évoqué la notion de fonction callback avec un exemple très très simple d'utilisation, hein. Mais bien sûr, le plus important, c'est la mise en situation à la fin, qui intègre la notion de fonction anonyme, la notion aussi, une évocation de ce qu'est la notion de contexte, et puis bien sûr, une fonction auto-appelante, ça donne un bon exemple d'utilisation de ces outils-là.